Chapitre 6. La guerre s'étend. En 537-998 M41, la flotte Tau, en coordination avec ses forces terrestres, arriva dans le système Taros afin de commencer sa part de la campagne. Depuis que la flotte d'invasion de l'amiral Kotto avait émergé du Warp, celle-ci s'était cantonnée à un rôle de soutien de l'opération de déchargement des hommes et des marchandises. Le croiseur de combat Overlord, le Lighthouse Power, vaisseau amiral de la flotte, était demeuré en orbite géostationnaire autour de la zone d'atterrissage, tandis que les 3 autres croiseurs étaient stationnés aux confins du système afin de répondre à toute attaque surprise des Tau. L'espèce marine n'étant actuellement pas engagée à la surface, leur barge de bataille The War Talon s'était retirée du front et avait commencé à patrouiller dans le système. Ainsi, l'arrivée des Tau fut-elle silencieuse, désengageant leurs propulseurs et courant lentement dans le vide de l'espace. La flotte était centrée autour d'un Ores El Late, aussi désigné custodian par l'Imperium, baptisé Harrow, et de 2 l'archivre, renommé protecteur par les impériaux, du nom de Lothar et Lofi, et soutenu par 4 escadrons de Kirchavre ou Castellan et de Kirla ou Arden. Au total 26 navires qui ne seraient rivalisés avec la flotte impériale tout entière. Il leur faudrait donc ruser s'ils voulaient l'emporter, frapper et fuir afin de diviser leur ennemi et leur permettre ainsi d'affronter les défenseurs morceau par morceau. À son arrivée, la flotte Tau se divisa donc en 4 groupes et fixa à chacun un cap différent. Le custodian Harrow frapperait le plus profondément et agirait comme un leurre pour attirer les vaisseaux impériaux à sa poursuite, pendant que les 2 groupes dirigés par les protectors attaqueraient les convois de ravitaillement ennemis. Le 4e groupe, constitué seulement d'un escadron de 5 castellans, aurait lui carte blanche, son rôle étant de créer le plus de confusion possible. Ainsi ce fut la frégate Firestone Novel 22 qui fut la première à identifier les Tau. Celle-ci, stationnant sur une route de patrouille, capta un signal non identifié et se rapprocha donc pour l'intercepter, pour tomber nez à nez avec 4 vaisseaux de la taille d'un escorteur qui se déplaçaient en formation autour d'un navire Tau de classe custodiane. Dépassé, le Novel 22 fit donc demi-tour et retourna dans le système avertir l'amiral Kotto. Les Tau étaient enfin arrivés. En quel nombre et avec quel vaisseau, les défenseurs l'ignoraient encore. Mais cette menace devait être contrée. Kotto transmit ainsi le rapport au navire le plus proche de la position du Novel 22, le Hammer of Thrace, un croiseur de classe lunar qui répondit immédiatement à l'appel et se dirigea vers le point de rendez-vous avec l'escadron complet de Firestorm, incluant le Novel 22. Sans le savoir, l'Imperium venait de mordre à l'hameçon. Libérés de la menace du croiseur le plus proche, les 2 groupes d'attaque Tau dirigés par les protectors se mirent alors en chasse d'un petit convoi de troupes nommé Alpha 4, un ensemble de 4 transports, en route vers Taros qui contenait l'ensemble du 8e régiment des dragons de Brinlock, ainsi que leur approvisionnement. Pris au dépourvu, les escorteurs du convoi répondirent du mieux qu'ils purent afin de laisser le temps aux transporteurs de s'enfuir, pendant que le Black Duke, un croiseur de classe Dictator en patrouille dans le secteur, se porta à leur secours. Malheureusement, leurs petits moteurs furent incapables de distancer les protectors qui les poursuivaient, leurs canons ioniques submergeant bientôt les générateurs de boucliers et perçant leurs coques, n'accordant aucune pitié aux gardes impériaux à l'intérieur qui, impuissants, moururent dans le vide de l'espace. Quelques heures plus tard, lorsque le Black Duke arriva, il n'y avait plus grand-chose à sauver. Les quelques impériaux chanceux racontèrent l'histoire de l'attaque surprise qui les avait submergés, première embuscade d'une longue série. Lorsque l'amiral Kotto apprit la perte des transports, il donna de nouvelles directives afin de renforcer la protection des convois. Le Hammer of Thrace devait poursuivre le custodian et une demande de renfort fut envoyée au War Talon qui l'accepta, tandis que le Black Duke et The Star of Cassiopa, un croiseur de classe Tyranne, renforcerait la protection des convois. Le Lighthouse Power resterait lui en attente comme réserve de l'amiral. Cependant, la perte de l'ensemble du 8e régiment des dragons de Brinlock inquiéta grandement le Lord Haut-Commandant Otto Evan Gustavus, chef de cette campagne, et il ordonna immédiatement l'arrêt du transport des autres régiments.
aux grandes dames du Lord Marshal de Stahl. Ainsi, le 19e régiment blindé de Krieg arrêta son embarquement pour Taros jusqu'à nouvel ordre, faisant, pour le moment du moins, du 11e corps un corps exclusivement composé de 3 régiments. Le 23e régiment de para-élysiens, le 11e régiment d'ingénieurs d'assaut aérienne et le 114e régiment de troupes de choc cadiennes. Le premier assaut Tau avait été un grand succès, mais la situation tendait à s'inverser car l'Arrow était maintenant poursuivi par 2 vaisseaux impériaux qui lentement le poussaient vers le soleil afin de le forcer à livrer bataille. Ainsi, pendant des semaines, le Lothar et le Lofi continuèrent à mener des expéditions de harcèlement sur les convois de ravitaillement, prélevant à chaque fois un lourd tribut aux défenseurs. Eau, carburant, munitions fut alors perdu en grande quantité durant ces affrontements, de précieuses cargaisons qui allaient coûter très cher à la 4621e armée. Malheureusement, la demande d'assistance des Raptors dans la guerre terrestre de Taros contraignit le War Talon à abandonner sa chasse et l'amiral Kotto dut se résigner à engager le White House Power à la poursuite de l'Arrow. Durant une traque impitoyable de 14 jours dans le système, les 2 navires coincèrent la flotte Tau en bordure du soleil jaunâtre de Taros. Elle ne pouvait plus reculer. Dans cet environnement étrange, saturé d'une poussière irradiée rose, jaune et violette, une étrange bataille eut lieu. Faisant volte-face, l'Arrow activa ses déflecteurs et lança ses Warden, Manta et Barracuda sur l'ennemi. Malgré l'avantage de sa puissance de feu, le combat n'était pas gagné d'avance pour la marine impériale, car avec le soleil de face, leur équipement enregistrait des défaillances chroniques qui perturbaient leur fonctionnement. Et face à la taille réduite de la flotte Tau, les larges torpilles peinaient à les toucher. Cependant, ils avaient le nombre avec eux, et le Hammer of Thrace et le vaisseau amiral remplirent bientôt le vide de l'espace d'autant de missiles et de lasers. L'Arrow subit de lourds dégâts, tandis que ses canons ioniques ravagèrent le flanc tribord du Hammer of Thrace. Les flottes étaient désormais fortement endommagées et se séparèrent comme 2 bêtes blessées. Pendant 2 heures, les 2 grands vaisseaux spatiaux s'observèrent avec méfiance, dérivant lentement à travers les nuages de radiation, alors que leur équipage fébrile s'agitait en tous sens pour réparer les dégâts et éteindre les incendies. Le 2e engagement de la bataille ne commença que lorsque les équipes de contrôle des avaries de White House Power eurent terminé leur travail. Satisfait d'eux, l'amiral Kotto ordonna que la flotte se redirige vers l'Arrow, qui répondit en envoyant une nouvelle vague bien que réduite de Manta et de Barracuda. La première salve du vaisseau amiral fut ainsi interceptée et détruite, alors que la riposte de Tau fit exploser l'arrière du croiseur The Hammer of Thrace déjà affaibli, le laissant paralysé et dérivé dans l'espace. Pour se venger de cet affront, le White House Power redoubla de fureur en se rapprochant à bout portant de l'Arrow, pilonnant ses flancs avec une ardeur renouvelée. Puis, celui-ci fit demi-tour et frappa le vaisseau Tau d'une seconde bordée, qui finit de le réduire en scorie, laissant de la flotte Xeno seulement 2 Castellans et un Warden qui prirent alors la fuite. La bataille était terminée et les 2 camps avaient payé un lourd tribut. Le Hammer of Thrace et 3 frégates Firestorm avaient été détruites, ne laissant qu'un White House Power marqué par la bataille et un seul escorteur revenir victorieux vers Taros. Toutefois, le but des Tau avait été atteint. Les défenseurs étaient affaiblis et les raids purent se poursuivre durant toute la campagne, avec certes moins d'intensité. Pendant que les combats spatiaux avaient lieu, la campagne terrestre de Taros se poursuivait elle implacablement. Les Tau, eux, n'étaient pas restés inactifs. Opérant principalement de nuit, les équipes de guerriers de feu, cibleurs et exo-armure steel s'infiltraient via des orcas dans le désert. Nuit après nuit, leur appareil effectuait des largages loin à l'arrière des lignes, afin de semer autant de confusion que possible chez les impériaux. Attaquant rapidement et se repliant aussi vite, ils ciblaient principalement les colonnes de ravitaillement. Jour après jour, les gardes impériaux tremblants constataient devant et derrière eux autant de carcasses noircies et de corps éparpillés. En réponse, la sécurité fut renforcée en détachant des régiments entiers du front, ce qui ralentit d'autant l'avancée de la ligne. Ce petit jeu atteignit son paroxysme en 640-998 M41, lorsque l'offensive vers Tarokin s'arrêta complètement, manquant de tout. Stoppant le 12e régiment blindé, épaulé par le groupe de combat A du 3e régiment à l'embouchure de l'isthme d'Iracunda.
pendant que le 17e était lui enlisé dans les hauteurs de Pira, et que le 89e, secondé par le groupe de combat B, comblait à peine l'écart entre les deux flancs, avec en renfort ce qu'il restait du 3e régiment. Enfin, loin au sud, le 331e était arrivé jusqu'aux rives de l'Emsaï et s'y était retranché, sans pour autant attirer l'attention des Taux, qui semblaient n'être pas tombés dans ce piège. En parallèle, la guerre aérienne, elle, se poursuivait, mais aucun des deux camps ne semblait réussir à l'emporter. Car, si l'Imperium réussissait à triompher sur ce front, le fragile équilibre serait brisé et le harcèlement cesserait, faute d'aéronefs pour acheminer les Taux. Une menace dont Chasse-Eau Hermir, leader de l'armée Tau, avait conscience. Il devait intervenir urgemment afin de faire pencher la balance en sa faveur. Et il savait comment y arriver. Il fallait entreprendre un raid audacieux pour détruire l'aérodrome impérial, base avancée de l'aéronautica impérialiste sur Taros. Ainsi, deux petites escouades d'exo-armures Steel se mirent à infiltrer l'arrière de la ligne impériale, opérant de nuit. Leur mission consistait à trouver l'emplacement de la base aérienne. Et une fois celle-ci repérée, le chasse El-Kiri réagit promptement en rassemblant ses meilleurs guerriers de feu, une troupe d'élite qui réaliserait un plan aussi simple que dangereux. Un seul Orca chargé de troupes survolerait le désert à basse altitude en passant directement au-dessus de la piste d'atterrissage pour y larguer ses troupes sous le couvert des drones et des exo-armures Crésis. Une fois sur place, commencerait la destruction méthodique de tous les aéronefs. Puis, celle-ci réalisée, les troupes remonteraient dans l'Orca sous un bombardement de Barracuda, dépêché afin d'éviter toute poursuite impériale. Kiri participerait directement à cette offensive que beaucoup jugèrent suicidaire. Mais chaque Tau était conscient des risques et volontaires, car si elle réussissait, cette mission pouvait changer le cours de la guerre. Une fois la nuit tombée, l'assaut débuta comme prévu. L'Orca approcha de l'aérodrome, déclencha les défenses antiaériennes Hydra, qui se mirent à le canarder en bon ordre. Subissant plusieurs dégâts, il ouvrit toutefois sa rampe le moment venu, libérant ses guerriers de feu. En parallèle, les exo-armures Crésis bondirent depuis le désert avec Kiri à leur tête pour éliminer méticuleusement les plateformes antiaériennes. Sous pareil traitement, les gardes n'offrirent que peu de résistance, bien qu'un tir chanceux eût raison de l'une des exo-armures. Toutefois, l'alarme fut donnée et d'autres escouades de sécurité se précipitèrent déjà, escortées par un escadron de sentinelles. Un combat nocturne commença alors, des balles à impulsion et des rayons laser fusant de toutes parts, jusqu'à ce qu'une série de 6 explosions se mirent à illuminer l'obscurité, les flammes ravageant les Thunderbolts au sol. Cependant, cet incendie ne signifiait pas pour autant l'arrêt des combats, et les impériaux réussirent à prendre l'avantage et à neutraliser leur cas. Le reste des attaquants furent eux capturés ou tués, y compris Chasse El-Kiri. À l'aube, le résultat du combat fut révélé, 6 avions étaient maintenant des épaves fumantes, ainsi que les tourelles Hydra qui avaient essayé de les protéger. En retour, éparpillés sur le champ de bataille, les corps des Xénos et la carcasse noircie de l'Orca. Le coup du combat avait été lourd pour les deux camps, car aucun Tau n'était rentré, mais la base aérienne, elle, était neutralisée pour quelques jours, le temps de nettoyer les débris. Nul ne sut réellement l'impact de ce raid sur l'ensemble de la campagne. Toutefois, l'attaque de l'aérodrome ne marqua pas pour autant l'arrêt des raids Tau. Chaque nuit, de nouveaux dépôts étaient localisés et détruits, pendant que les cibleurs harcelaient quotidiennement les convois de ravitaillement. De Stahl s'inquiétait grandement de la supériorité aérienne croissante des Tau sur Taros. Ceux-ci ayant manifestement des bases avancées disséminées partout dans l'isthme d'Iracunda. Ils avaient rassemblé une quantité inconnue d'avions, mais l'air marshal d'Envelt estimait qu'il y avait moins de 10 groupes de la taille d'un escadron, soit environ 120 Barracuda et 40 Tiger Shark. Alors que la marine impériale n'avait engagé au début de la campagne que 4 escadrilles de chasseurs, 2 de bombardiers et une tactique, soit 78 chasseurs dont la grande majorité étaient des Thunderbolts, ainsi que 24 bombardiers maraudeurs et 18 avions de transport Valkyrie, sans compter ceux du 23e régiment de para-élysiens. Un chiffre réduit qui tendait encore à diminuer, car depuis le début du conflit, il n'avait reçu aucun remplacement, et les escadrilles commençaient déjà à ressentir la pression d'un combat prolongé. En plus de ces pertes, la situation du carburant et des munitions n'était pas meilleure, les bases aériennes impériales étant pour la plupart situées loin à l'arrière des lignes, proches de la zone d'atterrissage.
Ainsi, au fur et à mesure que le front s'enfonçait, le temps de vol devenait de plus en plus long et la nécessité de se ravitailler plus pressante. Un plan visant à déplacer les bases des chasseurs avait été imaginé, mais les Redto avaient mis en lumière la nécessité de les protéger, ce qui avait encore retardé sa mise en place. Entre-temps, les chasseurs et bombardiers avaient martelé la ville de Tarokkin et les bases présumées des Tau sans plus de résultats. Tout comme la guerre terrestre, la guerre aérienne échappait lentement à l'Imperium et les pertes s'accumulèrent rapidement. Au moment où l'opération Kome fut lancée, Denvelt ne commandait plus que 37 chasseurs, 12 bombardiers et 13 Valkyries. Des conditions qui s'aggravèrent lorsque durant la 42e journée de la campagne, on commença à noter une augmentation des pertes dues à la déshydratation, qui bientôt devinrent supérieures à celles liées au conflit. Un signe inquiétant, preuve que la situation était mauvaise et qu'elle ne ferait que s'aggraver si une solution n'était pas vite trouvée afin d'y pallier. Il fallait sécuriser une source d'approvisionnement à proximité du front. Une crise logistique engloutit alors l'état-major de la 4621e armée, réunie dans le véhicule de commandement Léviathan du Lord Marshal de Stahl. Leur objectif était de trouver une solution à cette impasse. Au cours de discussions houleuses, ce fut le général Sikava du 23e régiment de Paralysiens qui proposa l'idée initiale de l'opération Kome, que l'on baptiserait ainsi plus tard. Son plan étant de s'emparer des principaux moyens de production d'eau de Taros et de les utiliser à leur avantage. De petites stations hydroélectriques avaient bien été capturées par les régiments de Talarn, mais nombreuses étaient hors service ou sabotées. Sikava proposait lui de prendre la plus grande de toutes les usines hydroélectriques de la planète, la 2330, située dans l'isthme d'Iracunda. Fin de ce 6e chapitre de la campagne de Taros, en espérant qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez discuter ou partager autour de notre passion commune pour ces univers fictionnels, je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne. Sur ce, bonne soirée à vous. Et si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. La suite, très bientôt.